Un jour, au beau milieu de l'océan Pacifique, un nouveau continent mystérieux et énigmatique, nommé Magmel, fit son apparition. Cette terre vaste et pleine de secrets, abritant des plantes étranges, des créatures jamais vues auparavant et des minéraux précieux, a captivé l'attention des explorateurs les plus audacieux. Comme on pouvait s'y attendre, l'humanité tout entière n'a pas pu résister à la tentation de percer les secrets de ce territoire inexploré. Des armées entières et des équipes d'expédition furent envoyées à Magmel, rêvant de se faire un nom dans cette contrée sauvage et indomptée. C'est là que les Wise choisissent de solliciter l'aide d'Inu, un jeune homme à l'expérience remarquable, qui connaît chaque recoin de cet endroit comme sa poche. Inu, qui gagne sa vie en tant que chasseur de Prime, affronte constamment le danger, risquant sa vie à chaque mission qu'il entreprend. Au cours de cette mystérieuse aventure, l'un de ces groupes d'explorateurs était dirigé par un jeune homme aux cheveux blancs qui, désireux de prouver sa valeur et de devenir le roi de cette nouvelle ère, décida d'affronter l'une des créatures les plus redoutables de Magmel. Cependant, ce qui s'ensuivit fut un désastre total. La créature anéantit toute son équipe. Quelque temps plus tard, un robot et un autre jeune homme, vêtus d'un uniforme, arrivèrent sur les lieux et découvrirent que l'équipe avait été entièrement anéantie. Des corps gisaient sur le sol, un sinistre avertissement des dangers qui rôdaient sur le continent. Ce jeune homme en uniforme est Inu, le protagoniste de notre histoire. Il est essentiellement un pêcheur, un type de chasseur et d'explorateur chargé de secourir des personnes et des objets à Magmel. L'histoire fait un bond dans le temps et nous transporte dans une ville côtière du Japon, où nous voyons un jeune garçon blond et maladif, nommé Krix, se diriger vers une ruelle. Pendant ce temps, dans une pièce voisine, Inu est allongé sur un lit semblant totalement désintéressé par toute activité. Son apprenti, Zero, une fille de son âge, l'interrompt pour le faire lever, insistant sur le fait que c'est une magnifique journée ensoleillée. Inu, toujours avec une attitude pessimiste, lui répond que plus de gens meurent les jours ensoleillés que les jours de pluie. Frustré, Zero s'éloigne. Le garçon malade, affaibli par sa maladie, arrive à la porte d'Inu et sonne, et est accueilli par Zero. Le garçon tente de demander une faveur mais s'évanouit en raison de son état de faiblesse généralisée. Plus tard, à son réveil, il se retrouve face à face avec Inu. Krix s'excuse pour ce qui s'est passé et se présente, demandant l'aide d'Inu pour secourir son frère à Magmel. En retour, il offre tout l'argent qu'il possède, mais Inu refuse, arguant que ce n'est pas suffisant pour une mission aussi dangereuse. Cependant, après avoir entendu l'histoire de Krix, qui souffre d'une maladie en phase terminale et a vécu avec l'espoir que son frère le sauverait, Inu accepte de prendre la mission en charge. Krix explique que ses parents et son frère aîné sont allés à Magmel, à la recherche d'un fruit mystérieux connu sous le nom de l'arme d'Epona. Un objet mythique censé pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Son frère lui avait promis qu'ils voyageraient un jour ensemble sur le continent, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Quelque temps plus tard, le frère revint seul, blessé et traumatisé par la mort de leurs parents. La douleur et la culpabilité le poussèrent à s'entraîner sans relâche jusqu'à ce qu'il obtienne finalement une licence de classe A, forme une équipe et retourne à Magmel à la recherche de la larme d'Epona. Déterminés à secourir le frère de Krix, Inu et Zero se préparent pour le périlleux voyage vers Magmel. Ils montent à bord d'un hélicoptère et se dirigent vers le continent, où Inu explique que Magmel est un endroit extrêmement hostile qui rejette tout ce qui vient du monde extérieur. À leur arrivée, ils montent à bord d'une créature-train conçue pour naviguer sur ce terrain sauvage et accidenté. Pendant le voyage, Inu révèle à Krix que les plus grands dangers à Magmel ne sont pas seulement les créatures, mais aussi la malice humaine que le continent fait ressortir. Une fois à terre, Zero utilise un drone pour surveiller la zone à distance. Au fur et à mesure de leur progression, Krix partage plus de détails sur la larme d'Epona. On dit que c'est un fruit ayant le pouvoir d'augmenter la force physique jusqu'à 10 fois, mais Inu lui demande s'il sait pourquoi on l'appelle la larme. Il explique que le fruit pousse au sommet d'une montagne de cadavres, ce qui lui confère son nom sombre et lugubre. Alors qu'ils avancent, Krix, épuisé par sa maladie, s'effondre à genoux et demande une pause bien méritée. Toujours attentive, Zero lui offre un fruit qui l'aide à améliorer sa mobilité. Soudain, il tombe sur un homme piégé dans un piège mortel avec un gros insecte sur la tête. Ému, Krix demande à Inu de le sauver. Mais Inu explique qu'il est déjà trop tard pour agir. Après avoir lancé une pierre, d'énormes 1000 pattes émergent du sol, révélant le piège mortel. D'un rayon noir émanant de sa main, Inu désintègre les 1000 pattes, faisant tomber le corps de l'homme sans vie sur le sol, dans un silence pesant. Alors qu'il s'aventure plus loin dans les terres, un capteur dans la poche d'Inu commence à biper, indiquant que le frère de Krix est toujours en vie. Cependant, ils sont confrontés à un autre problème. Des oiseaux monstrueux bloquent leur chemin. Inu laisse Krix dans un endroit sûr et part affronter les créatures. Grâce à son pouvoir, il déchaîne un rayon noir qui se transforme en épée, avec laquelle il élimine les oiseaux un par un, avec une précision redoutable. Pendant ce temps, Krix rencontre enfin son frère aîné, Kunuris. Kunuris, en voyant son frère, le réprimande pour être venu dans un endroit aussi dangereux. Il le conduit ensuite à la larme d'Epona. Alors que Krix s'approche, il est horrifié de découvrir que la fleur a poussé au sommet d'une montagne de cadavres. Mais le pire était encore à venir. Kunuris, submergé par le désespoir, saisit un os pointu sur le sol et poignarde son jeune frère dans le dos, sans hésitation. Alors que Krix s'effondre, Kunuris explique qu'il avait sacrifié de nombreux compagnons pour faire fleurir la fleur et enfin obtenir le fruit.
Inu arrive juste à temps pour sauver Krix, tandis que Zero lui prodigue les premiers soins nécessaires. Furieux, Kunuris attaque Inu, mais celui-ci l'ignore, lui demandant s'il a vraiment tué leurs parents et amis pour l'alarme. Kunuris, riant, admet que même s'il obtenait la guérison, le fruit ne sauverait pas quelqu'un qui était déjà si proche de la mort. Malgré tout, Inu avait décidé de sauver Krix, même en sachant que son corps était faible. Mais Zero confirme que Krix est trop blessé et au-delà de tout espoir de guérison. Dans ces derniers instants, Krix demande à Inu de sauver son frère, croyant qu'une créature maléfique le contrôle. Dans son dernier souffle, Krix meurt, rejoignant ses parents dans la mort. Kunuris, rendu fou par la perte, consomme la larme d'Epona, augmentant considérablement sa force et sa masse musculaire. Il attaque Inu, mais Inu l'affronte calmement. Finalement, Inu révèle que le véritable danger de Magmel n'est pas les créatures, mais la souffrance et le mal que le continent fait ressortir chez les êtres humains. Après une bataille féroce, Inu vainc Kunuris et enterre Krix. De retour chez lui, il dit à Zero qu'il est heureux qu'elle soit avec lui, ce à quoi elle répond qu'elle ressent la même chose. Dans une clairière au sein de la dense forêt de Magmel, une base scientifique solitaire se dresse. Deux scientifiques discutent calmement à l'intérieur, évoquant avec enthousiasme le potentiel révolutionnaire de leur dernière expérience. Si cela réussit, dit l'un d'eux, la médecine moderne sera changée à jamais, de manière irréversible. Alors qu'ils parlent de ce qu'ils feront de leur vie une fois la recherche terminée, le calme de la base est brusquement brisé. Une alarme assourdissante retentit, et les deux scientifiques se précipitent vers les caméras de sécurité, le cœur battant. Ce qu'ils voient les laisse figés. Un groupe massif d'ours à cornes charge vers la base à toute vitesse, détruisant tout sur son passage. La panique s'empare des scientifiques, impuissants, alors qu'ils ne peuvent que regarder ces bêtes sauvages fondre sur eux. La tension monte, mais la scène change brusquement alors que nous voyons Inu, le protagoniste, piégé dans un souvenir de son enfance. Agenouillé et épuisé, il voit une mystérieuse silhouette s'approcher lentement de lui. « Ce que tu ressens n'est pas du désespoir, dit-elle, tendant une main pour l'aider. Juste avant qu'Inu ne puisse la saisir, la silhouette disparaît et soudain il est ramené à la réalité, surpris par la voix de Zero, sa fidèle compagne. Elle lui demande « Est-ce cela que tu appelles le désespoir ?» Inu, encore désorienté, sort de sa transe et contemple la carte murale qui révèle un nouveau et mystérieux continent. Quelques heures plus tard, une jeune fille blonde nommée Emilia apparaît devant la maison d'Inu, jetant des regards nerveux aux indications écrites sur un morceau de papier. Dans un flashback, il est révélé qu'Emilia est la fille de l'un des scientifiques travaillant à la base. Son père lui avait dit que si quelque chose tournait mal, elle devrait chercher Inu pour obtenir de l'aide. Suivant ce conseil, elle sonne à la porte, le cœur serré. Zero, lui lançant d'abord un regard désapprobateur, la laisse entrer lorsqu'elle entend qu'Emilia a besoin d'aide pour sauver quelqu'un. Emilia explique sa situation. Elle a perdu toute communication avec le laboratoire où travaille son père et a désespérément besoin de l'aide d'Inu. Inu écoute attentivement, mais sa réponse est froide et pragmatique. Il demande s'il y aura une récompense pour ce travail, lui rappelant que sauver quelqu'un signifie risquer une autre vie. En entendant son ton, Emilia devient furieuse et l'accuse d'être cruelle pour refuser d'aider, sans la moindre compassion. Cependant, ses supplications finissent par émouvoir Inu. Bien que pas entièrement convaincu, il accepte la tâche et lui dit que, bien qu'il ne soit pas le chouïn qu'elle recherche, il peut prendre la mission en charge. Peu de temps après, il se dirige vers l'hélicoptère qui les mènera au laboratoire. En chemin, il rencontre Owens, qui reconnaît Emilia et lui demande qui sont ses compagnons. Emilia répond qu'Inu est son jeune frère, un mensonge qu'elle utilise pour le couvrir car il n'est clairement pas un membre de sa famille. En atteignant l'hélicoptère, Inu lui demande pourquoi elle l'a présenté comme son frère. Emilia explique simplement que pour éviter tout problème, il était préférable de maintenir la supercherie. Une fois dans l'hélicoptère, il communique avec Zero qui, utilisant ses capacités spéciales, scanne la zone autour du laboratoire pour recueillir davantage d'informations. Pendant ce temps, de retour à la base de Magmel, un garde tente de repousser les ours en tirant sans relâche, mais ses efforts sont vains. Les ours sont implacables, et un par un, les membres de l'équipe tombent, succombant à l'assaut. Dans l'hélicoptère, Inu et les soldats examinent les données sur les créatures qu'ils vont affronter. Ce sont des ours qui se nourrissent de minéraux chauds, mais s'ils sont provoqués, leur peau durcit au point de devenir presque impénétrable, une véritable armure. Le chef des soldats les informe qu'il y a au moins 30 créatures qui encerclent le laboratoire. La mission est extrêmement dangereuse, mais les soldats, confiants en leur entraînement, rien certains de réussir leur objectif. Cependant, Inu intervient et leur rappelle à quel point Magmel est dangereux. Chaque année, environ 950 000 personnes disparaissent sur le continent et seulement un tiers d'entre elles parviennent à revenir en vie, ce qui est un chiffre alarmant. L'un des soldats, impressionné par les connaissances d'Inu, plaisante en disant qu'ils feront partie du tiers qui survivra. Lorsque l'équipe de sauvetage atteint le laboratoire, la bataille commence. Depuis l'hélicoptère, ils alignent leurs armes et tirent sur les ours, en tuant plusieurs d'entre eux, avec une efficacité redoutable. Les balles qu'ils utilisent sont faites d'un métal unique que l'on ne trouve qu'à Magmel, ce qui leur permet de pénétrer la peau coriace des bêtes. Inu, cependant, se méfie d'autre chose. Il ne comprend pas pourquoi les ours auraient attaqué le laboratoire en premier lieu, sans raison apparente.
Quand il mentionne cela, le chef des soldats lui dit que c'est probablement dû à la nature violente des créatures. Cependant, Inu reste peu convaincu et continue de se méfier de la situation. Juste à ce moment-là, Zero l'informe que quelque chose de plus grand approche, une menace imminente. Sur les caméras de sécurité, une créature gigantesque peut être vue émergeant des arbres, un lézard colossal, attiré par l'odeur du sang. Le reptile nommé Skelgargon commence à attaquer, projetant d'énormes rochers avec sa queue vers l'hélicoptère, avec une force incroyable. Le commandant de l'équipe, réalisant qu'ils n'ont pas l'armement nécessaire pour affronter la créature, décide de battre en retraite. Mais Inu, avec une audace inattendue, saisit Emilia par la taille et saute de l'hélicoptère vers le sol, sans hésitation. Maintenant sur la terre ferme, Inu dit à Emilia que si elle veut vraiment sauver son père, elle doit réparer un missile qu'ils ont trouvé. Pendant ce temps, Inu utilise ses capacités pour manipuler l'énergie et créer une barrière protectrice autour d'eux, les mettant à l'abri. Pendant qu'ils travaillent, Inu demande à Emilia lequel des deux devrait mourir, pointant d'abord le lézard puis le laboratoire où se trouve son père. Avant toute chose, Inu exige que les personnes dans le laboratoire libèrent les otages, car il soupçonne que c'est la raison pour laquelle les bêtes sont apparues dans la zone, attirées par leur présence. Il affronte ensuite le lézard gigantesque, attirant son attention afin qu'Emilia ait le temps de finir de préparer le missile. Quand il est enfin prêt, le missile est tiré, mais le lézard, faisant preuve d'une intelligence inattendue, esquive le projectile avec agilité. Imperturbable, Inu s'excuse auprès de la bête avant d'utiliser son pouvoir pour créer une main géante d'énergie qui pousse le reptile directement sur la trajectoire du missile qui le frappe de plein fouet. Le lézard explose dans une gerbe de sang tandis que le père d'Emilia, dans le laboratoire, libère l'un des bébés ours qu'ils avaient capturés. Inu explique à Emilia que les ours n'ont attaqué le laboratoire que parce qu'ils voulaient libérer leurs petits. Le commandant de l'équipe de sauvetage révèle que le sang de ces ours, une fois raffiné, devient le métal le plus dur du monde. C'est pourquoi les scientifiques les avaient capturés, pour leur propriété unique. Après une brève conversation, Inu dit à Emilia que la seule raison pour laquelle il est là est parce qu'elle l'a appelé, et non parce qu'il est le Shwen qu'elle recherchait. Quelques heures plus tard, les nouvelles rapportent que l'hélicoptère de l'équipe de sauvetage a eu un accident, mais qu'il n'y a eu aucune victime, heureusement. Emilia, aux côtés de son père, remercie Inu de les avoir sauvés, et elle promet que son père ne travaillera plus jamais sur le nouveau continent. Alors que le soir tombe, Inu marche seul le long de la plage, parlant avec le drone de Zero, disant qu'un jour il grandira, ce à quoi la joyeuse jeune fille répond que la même chose lui arrivera, inévitablement. Quelques jours plus tard, Inu et son apprenti, Zero, regardaient la télévision. Alors qu'ils s'installaient dans le salon, Inu tenta d'attraper un pudding sur la table, mais Zero le lui retira rapidement des mains d'une petite tape, avec une agilité surprenante. Le pudding lui appartenait et il ne pouvait pas le prendre si facilement. Tous deux reportèrent leur attention sur l'écran où une vente aux enchères se déroulait. Le centre de l'attention était une créature extrêmement rare de Magmel, la colombe aux 7 couleurs, un oiseau capable de neutraliser n'importe quel poison, même le plus virulent. Alors qu'il regardait avec intérêt, il savait que ce type d'oiseau n'existait que dans la zone 45 du nouveau continent, une région grouillant de créatures vénénieuses et mortelles. Les enchères commencèrent, atteignant des millions en quelques secondes seulement. Inu et Zero discutaient de l'existence de personnes possédant des sommes d'argent absurdes. Pendant ce temps, sans que Zero ne le remarque, Inu réussit à voler un autre pudding avec une discrétion remarquable. La vente aux enchères se termina avec l'oiseau vendu pour des milliards de SK. Zero, impressionné, fit remarquer discrètement qu'avec cette somme d'argent, elle pourrait acheter une usine entière. Juste à ce moment-là, les gagnants de l'enchère, Daisim et son équipe, entrèrent dans la pièce. Ils portaient la colombe aux 7 couleurs dans une cage. Et après s'être assis, ils commencèrent à discuter, avec entrain. Daisim expliqua comment il avait accumulé sa fortune et comment il avait travaillé sans relâche pour acquérir l'oiseau. Mais il n'était pas seulement là pour l'enchère, il avait besoin de l'aide d'Inu. Il y avait quelque chose de plus à son achat, il cherchait à retrouver ses amis dans le district 45, une zone extrêmement dangereuse et hostile. Inu, avec un regard sérieux, le prévint qu'il était probable que ses amis ne soient plus en vie, étant donné à quel point la région était périlleuse. Des créatures vénénieuses dominaient la zone, et quiconque s'y aventurait sans préparation courait un grand risque, un danger mortel. Daisim expliqua que ses amis, Stuart et Stein, étaient des immigrants arrivés à Magmel il y a 30 ans, lorsque l'incident du continent était encore récent et frais dans les mémoires. La vie à Magmel était rude, et les liens entre ceux qui y vivaient étaient forts et indéfectibles. Ils comptaient les uns sur les autres pour survivre. Daisim, Stuart et Stein partageaient des aventures, affrontaient des créatures dangereuses et relevaient des défis risqués, comme faire combattre des insectes indigènes entre eux, créant ainsi leur propre divertissement dans un endroit aussi hostile et impitoyable. Après avoir entendu l'histoire et discuté avec Zero de la nature de ses pratiques, Inu demanda à Daisim si ses amis avaient été empoisonnés. Daisim hocha la tête tristement, expliquant que seul lui avait réussi à s'échapper, par miracle. Terrifié, il n'avait jamais raconté à personne ce qui s'était passé, et lorsque le plan d'immigration échoua, tout le monde dut quitter le nouveau continent. Depuis lors, il avait perdu tout contact avec les familles de Stuart et Stein, sans laisser de traces. Déterminé à les retrouver, Daisim travailla sans relâche jusqu'à pouvoir acheter l'oiseau, espérant qu'il pourrait sauver ses amis puisqu'il neutralise tout poison s'ils étaient encore en vie. Inu tenta de lui faire comprendre qu'il était peu probable que ses amis soient encore en vie après tant de temps, mais Daisim était résolu à découvrir la vérité, coûte que coûte.
Il offrit à Inu n'importe quelle somme d'argent qu'il désirait pour son aide, et finalement, Inu accepta la mission. Cependant, il ajouta une condition. Daizim devait s'habiller de manière appropriée pour les conditions extrêmes du district 45, un environnement hostile. Zero se chargea de tout préparer. Une fois à Magmel, Daizim ne put s'empêcher de ressentir une profonde mélancolie en revenant sur la terre où il avait grandi, un lieu chargé de souvenirs. Alors qu'il marchait, il partagea ses pensées avec Inu, soulignant l'importance d'aider. Bien qu'Inu lui rappela que pour lui, s'il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait aucune raison d'aider, précisant que n'importe qui pouvait faire ce travail, mais très peu étaient prêts à prendre le risque sans une bonne récompense, une juste rétribution. Pendant qu'il parlait, le drone de Zero détecta des signes de créatures devant eux. Bien que l'appareil ne puisse pas clairement capturer leur silhouette, ils continuèrent d'avancer jusqu'à atteindre une zone ouverte. L'atmosphère était paisible et magnifique, avec des fleurs partout, un spectacle enchanteur. Cependant, Inu, toujours en alerte, soupçonnait que ces fleurs n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Soudain, des lianes jaillirent du sol tentant de l'attraper. Inu invoqua rapidement sa foudre noire, la transformant en mitrailleuse, et commença à tirer à plusieurs reprises sur les créatures, avec une détermination farouche. Un insecte volant, caché parmi les fleurs, lança une attaque. Mais Inu esquiva facilement son venin. Alors que la bataille continuait, Inu utilisa ses capacités pour créer des mains métalliques géantes qui saisirent l'insecte et le projetèrent en l'air, avec une force impressionnante. Après avoir éliminé la menace, il ramassa les fleurs vénéneuses et les donna à l'oiseau. Il expliqua à Daizim que si ces fleurs étaient mortelles pour les humains, elles étaient le mets préféré de l'oiseau. Une véritable friandise. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce que Daizim trouve un arbre avec une marque qu'il avait gravée dans son enfance. Il se rappela comment lui et ses amis utilisaient cette marque comme guide pour retrouver leur chemin vers la maison. Avec un mélange d'excitation et d'anxiété, il courut vers une clairière dans la forêt où se trouvait une grotte pleine de mystères. Inu, prudent, envoya son drone enquêter avant qu'il n'entre. Pendant qu'ils attendaient, Daizim se rappela ce qui s'était passé des années auparavant. Lui et ses amis, dans un acte d'innocence enfantine, avaient placé un ver, un scorpion et une chauve-souris dans un bocal, espérant voir lequel survivrait à cette expérience. Cependant, le résultat fut tragique. Les fumées toxiques qui émanèrent du bocal empoisonnèrent ses amis, et dans son désespoir, Daizim s'enfuit sans regarder en arrière. Rempli de remords, il brisa le bocal, regrettant d'avoir abandonné ses amis en ce jour fatidique et sombre. Soudain, Inu annonça que ses amis étaient toujours en vie. De l'obscurité de la grotte émergea un scorpion géant et velu. Daizim le reconnut immédiatement. C'était Stuart. Le scorpion, désormais une créature monstrueuse, l'attaqua sans pitié, mais Daizim et Inu réussirent à l'esquiver avec une agilité remarquable. À ce moment-là, une énorme chauve-souris apparut dans la grotte. Et en la voyant, Daizim remarqua les lunettes que son ami Stein portait autrefois. Les deux amis, désormais des monstres, ne semblaient pas le reconnaître, ce qui était déchirant. Inu était prêt à les éliminer, mais Daizim l'arrêta. Désespéré, Daizim pensa que l'oiseau pourrait guérir le poison de ses amis et restaurer leur humanité. Il courut vers la cage de l'oiseau tandis que les monstres se battaient entre eux dans une fureur aveugle. Inu ne vit pas d'autre option que de les attaquer, mais Daizim se dressa sur son chemin. En regardant dans les yeux de ses anciens amis, il commença à pleurer, regrettant de les avoir abandonnés. À sa grande surprise, les créatures le reconnurent et Daizim ressentit une vague de soulagement, un poids en moins. Il demanda à Inu si l'oiseau pouvait retirer le poison de ses amis, mais Inu le prévint que bien que cela puisse les sauver du poison, cela les tuerait aussi, car leur nouvelle forme dépendait entièrement de ce poison pour leur survie. Malgré tout, Daizim choisit de ne pas agir. Il savait que même si ses amis avaient changé, il restait Stuart et Stein et il décida de les libérer. Et sa compagne, elle, décida d'aller visiter le marché local. Alors qu'il flânait parmi les étals colorés, la jeune fille remarqua une friandise super sucrée qui semblait délicieuse et éveilla sa curiosité. Voulant y goûter, Inu, toujours prudent et calculateur, lui suggéra de n'en prendre que la moitié et fixa une limite de 30 ESK pour l'achat. Bien que la recommandation fût sensée, la jeune fille se sentit agacée. Pour elle, Inu était excessivement radin. S'approchant du vendeur, elle découvrit que la friandise coûtait 40 ESK. Confiante, elle lui en offrit 30, persuadée de trouver une solution. Le vendeur, remarquant la situation, expliqua qu'il ne pouvait pas accorder de réduction à chaque client qui en demandait, car son commerce dépendait du maintien des prix. Cependant, la jeune fille, avec sa logique naïve, suggéra que si le client suivant payait plus, l'équilibre serait rétabli. Amusé par son attitude, le vendeur sourit et décida de faire une exception, le lui vendant pour 30 ESK. Inu, intrigué et attiré par l'apparence du produit, décida d'en acheter un lui aussi. En demandant le prix, il fut surpris d'apprendre que cela lui coûterait 50 ESK. Ce traitement inégal le mit en rage, mais il choisit de ne pas discuter davantage et passa son chemin. Peu après, une agitation sur le marché attira leur attention. La foule se rassembla autour d'une figure éminente, une femme à la peau pâle et aux cheveux dorés connue sous le nom de Varina Stellaria. Cette femme avait réalisé l'impossible, entrant à Magmo à plusieurs reprises et survivant aux dangers de ce continent. Cet après-midi-là, Varina avait un message important à partager. Elle parla des guerres qui ravageaient le monde et de la douleur des enfants orphelins, avec une ferme détermination à retourner à Magmel, et à sauver autant d'enfants qu'elle le pourrait. La foule, excitée, commença à scander son nom.
Tandis que tout louait Verina, Inu l'observait d'un regard froid et distant, ce qui ne passa pas inaperçu auprès de sa compagne. Elle lui demanda pourquoi il ressentait cela, mais il mentionna simplement que Verina n'était pas la faiseuse de miracles que tout le monde croyait, mais quelqu'un de bien plus sombre, connu sous le nom de Bloody Maria. Intriguée par les mots d'Inu, la jeune fille décida d'enquêter davantage sur Verina en retournant à leur base. Utilisant ses compétences en collecte d'informations, elle découvrit que Verina avait risqué sa vie à Magmal pour rapporter de précieux trésors et aider un orphelinat en difficulté financière. L'histoire de ses sacrifices impressionna la jeune fille, et bien que les mots de son mentor persistent dans son esprit, elle ne comprenait pas pourquoi il se méfiait de Verona. Elle décida d'envoyer son drone espionner l'orphelinat, où elle observa des enfants heureux jouer, à l'exception d'une petite fille assise seule, pleurant devant des fleurs. L'image émut la jeune fille, car elle lui rappela son propre passé, rempli de douleur et d'angoisse. Alors qu'elle continuait d'observer, elle vit Verina s'approcher de l'enfant pour la réconforter. La petite fille, les larmes aux yeux, expliqua que son ami Momo avait disparu. Verona, avec ce qui semblait être une gentillesse sincère, promit de l'aider à retrouver Momo, ce qui réjouit grandement l'enfant. Pendant ce temps, Inu était plongé dans ses pensées, se remémorant un souvenir de son enfant. Quand il était enfant, il avait été témoin de Verena combattant une créature dans le monde dangereux de Macmel. À ses côtés, son maître, un jeune homme mystérieux aux cheveux blancs, était intervenu, vainquant la bête grâce à ses capacités de matérialisation. Malgré la bravoure de Verona, le maître la prévint que l'endroit était trop dangereux pour une femme seule, lui conseillant de partir. Et il se rappela comment il l'avait observée en silence avant de suivre son maître, et comment cette nuit-là, il avait décidé de la retrouver, inquiet pour sa sécurité. Cependant, quand il la retrouva plus tard, ce qu'il vit le laissa profondément perturbé. De retour au présent, un groupe de personnes vint à la base d'Inu chercher son aide. Verena était retournée à Magmel, mais cette fois, les choses semblaient avoir très mal tourné. Beaucoup de ceux qui l'accompagnaient avaient été blessés ou tués, et il craignait que quelque chose de terrible ne lui soit arrivé. Bien qu'ils le suppliassent d'intervenir, Inu refusa, arguant que si Verona était la sainte miraculeuse que tout le monde croyait, elle devrait pouvoir se sortir seule de cette situation. Son refus mit la foule en rage, mais il resta ferme dans sa décision. Son apprenti cependant ne partageait pas son scepticisme et frustré par l'inaction d'Inu, décida d'aider Verina par elle-même. Utilisant son drone, la jeune fille découvrit que Verena et ses compagnons avaient été attaqués par une meute de créatures sauvages. La plupart étaient morts ou gravement blessés. En arrivant à Magmo, Inu constata le désastre et, voyant qu'ils étaient désavantagés, décida d'utiliser ses pouvoirs pour éliminer les bêtes. Cependant, l'une d'elles était bien plus puissante que les autres, une créature similaire à celle que son maître avait affrontée par le passé. Les souvenirs de cette rencontre inondèrent son esprit, et les enseignements de son maître sur le bien et le mal le firent hésiter. Malgré ses doutes, il combattit avec détermination, réussissant finalement à vaincre la créature, non sans effort. Alors que le feu consumait les environs, Inu réalisa qu'il n'avait toujours pas atteint le niveau de son maître. Finalement, Zero localisa Verina. Il la trouva en train d'extraire des organes d'une des créatures, trempées de sang. Parlant de la façon dont ces organes pourraient être vendus pour de grandes sommes d'argent afin d'aider les enfants de l'orphelinat, Inu arriva peu après et l'informa de la mort de ses compagnons, mais Verena ne montra aucun remords. Pour elle, ceux qui l'accompagnaient le faisaient de leur plein gré, et sa mission de sauver les enfants justifiait n'importe quel sacrifice. Alors que d'autres créatures approchaient, Verena, loin d'être effrayée, s'enthousiasma à l'idée de l'argent qu'elle pourrait gagner. Finalement, les créatures l'encerclèrent et la dévorèrent. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort de Verena à Magmal choqua tout le monde. Cependant, ses dévots refusèrent de croire qu'elle était morte, insistant plutôt sur le fait qu'elle était devenue une déesse. La petite fille que Varina avait autrefois consolée fut profondément attristée, mais se sentit un peu mieux quand Zero lui donna la peluche de Momo, sa chère amie. Pendant ce temps, Inu et sa compagne déambulaient sur le marché, réfléchissant à la mince frontière entre le bien et le mal, une frontière tracée par les humains eux-mêmes. Quand ils arrivèrent au même stand de nourriture qu'avant, cette fois ce fut Inu qui offrit à son apprenti, et ensemble ils profitèrent de la sortie, laissant derrière eux les amers souvenirs de Magmel. Le continent de Magmel, récemment découvert, devint rapidement le centre des rêves de nombreuses personnes. Hommes et femmes, avides de gloire et de fortune, s'embarquèrent pour de périlleux voyages vers ces terres inexplorées. Inspiré par les récits de pirates, de chasseurs, de gourmets et d'éditeurs de mangas, un homme nommé Dandon rêvait de devenir l'une de ces âmes courageuses qui découvriraient les secrets cachés du continent. Cependant, la nature impitoyable de Magmel avait coûté de nombreuses vies, et seuls quelques-uns en étaient revenus pour raconter leurs histoires. Pourtant, le désir d'aventure poussa Dandon à tenter sa chance. Sans grande planification et porté par l'excitation du moment, Dandon partit pour Magmel. Cependant, il se retrouva bientôt dans une situation désespérée, coincé jusqu'à la taille dans une fosse de terre au milieu de nulle part. Alors qu'il luttait pour se libérer, le sol commença à trembler. Quelque chose d'énorme approchait, il tourna lentement la tête pour voir ce que c'était, et son horreur grandit lorsqu'il aperçut une tortue carnivore colossale.
La bête, affamée, le fixait d'un éclat dangereux dans les yeux, la bave dégoulinante de sa gueule, impatiente de le dévorer. Terrifié, Dendon lutta désespérément, mais tout fut en vain. Alors qu'il réalisait que la fin était proche, il réfléchit à la façon dont il s'était retrouvé dans cette situation. Avant de s'aventurer à Magmel, comme nous le savons déjà, Dendon travaillait comme propriétaire d'un magasin dans une ville tranquille. Bien que sa vie semblât monotone, tout changea le jour où Inu et son apprenti Zero entrèrent dans son magasin. Se faisant passer pour père et fille, les deux réussirent à déconcerter Dendon avec leurs tours et leurs jeux. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'Inu apparaissait, Dendon sentait qu'il était au bord de la crise cardiaque. Leurs interactions étaient toujours un défi, car Inu avait un talent spécial pour tromper et manipuler les autres. L'un des moments les plus mémorables fut quand Inu tenta d'acheter une grenade antique. Dendon, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un voudrait un tel objet, lui donna le prix 41,00 Inu n'offrit que 1000 esques, ce que Dendon interpréta comme une mauvaise blague. Mais Inu expliqua calmement que la grenade était en mauvais état et bien qu'elle semblât intacte, exploserait sans même retirer la goupille de sécurité. Pour prouver son point, il utilisa ses pouvoirs, et en effet la grenade explosa, laissant Dendon sous le choc. Au fil du temps, Inu continua de visiter le magasin de Dendon, chaque fois avec plus de ruses. Il payait avec de faux billets, simulait des accidents dans le magasin et utilisait d'autres stratagèmes pour obtenir des réductions. Dans une tentative de garder une longueur d'avance, Dendon renforça les étagères, vérifia les produits et installa même des caméras de sécurité. Il était déterminé à ne plus se faire avoir. Mais ce jour-là, quand Inu et Zero entrèrent dans le magasin, Dendon n'était pas préparé à ce qui allait arriver. Au lieu de faire des bêtises, Inu paya simplement par carte et, étonnamment, ne demanda aucune réduction. Cela laissa Dendon complètement déconcerté. Cependant, alors qu'Inu et Zero quittaient le magasin, une planche de bois tomba, et le drone de Zero l'utilisa pour simuler un accident, obtenant ainsi la réduction désirée. Une fois de plus, Dendon avait été dupé. Lassé des farces constantes d'Inu, Dendon prit une décision radicale. Il fermerait son magasin et voyagerait à Magmel, où il pourrait prendre un nouveau départ. S'il devait mourir, il préférait le faire dans les terres mystérieuses du nouveau continent plutôt que d'endurer une autre rencontre avec Inu. Rempli de détermination, Dendon sauta sur une moto et partit à l'aventure. Cependant, avant qu'il ne puisse aller loin, Inu et Zero sautèrent aussi, lui demandant de les ramener chez eux. Après plusieurs incidents en conduisant, dont un frein saboté par Inu et une chute dans l'eau depuis une falaise, Dendon décida que sa moto n'était pas le bon moyen d'atteindre Magmel. Alors, utilisant ses 30 années d'économie, il acheta un bateau et entreprit son voyage en mer. Fier de sa décision, son enthousiasme s'effondra rapidement lorsqu'il découvrit, une fois de plus, qu'Inu et Zero étaient à bord, se moquant de lui. Il semblait qu'ils avaient littéralement mis de côté la journée pour tourmenter le grand gaillard. Pendant le voyage, Inu déploya une fois de plus ses pouvoirs, créant une grenade qui détruisit le bateau de Dendon, faisant partir ses économies de toute une vie en fumée dans l'explosion. Après avoir perdu son bateau, Dendon décida d'essayer une autre méthode. Planant dans les cieux sur un deltaplane, bien qu'il doutât initialement que cette méthode fonctionnerait, il n'avait pas d'autre choix. Il se lança dans les airs, déterminé à ne pas abandonner, mais réalisa vite qu'il ne savait pas dans quelle direction se trouvait Magmel. Au milieu de sa confusion, Inu apparut volant à ses côtés, utilisant le drone de Zero. Comme prévu, Inu intervint à nouveau, créant un ventilateur géant qui propulsa Dendon encore plus haut, entraînant un autre atterrissage forcé, cette fois dans un camion rempli de cochons en route pour Magmel. Et ainsi, entouré de cochons, Dendon atteignit enfin Magmel. Ce qui semblait être la fin de son long voyage, rempli d'accidents, le ramena au début de l'histoire, coincé jusqu'à la taille dans la terre, avec une tortue géante sur le point de le dévorer. Alors qu'il attendait son destin imminent, il réalisa que la tortue avait patiemment écouté toute son histoire avant de le manger. Mais juste au dernier moment, Inu apparut, lui sauvant la vie. Malgré tout ce qu'il avait traversé, Dendon se sentit soulagé de ne pas être mangé, bien qu'il aurait être préféré cela plutôt que de revoir les visages de ce duo problématique. Par une journée apparemment paisible, Inu regardait un grand écran qui montrait des images d'un chat jouant. Tandis que ses yeux étaient fixés sur l'écran, son esprit vagabondait vers les souvenirs de son enfance avec Shuin, son maître. L'image d'une grande maison en bois perchée dans un vieil arbre apparut dans sa mémoire, un refuge où il avait passé des moments importants sous la direction de Shuin. À ses côtés, Zero suivait l'émission avec enthousiasme. Chaque mouvement des chats à l'écran lui semblait adorable, et un large sourire illuminait son visage. Des idées commencèrent à affluer dans son esprit, et bientôt elle arriva à une conclusion. Elle voulait adopter un chat. Incapable de se retenir, elle demanda à Inu s'il pouvait en avoir un, mais la réponse vint froidement, Inu refusa catégoriquement. Surprise par sa réaction, Zero insista pour savoir pourquoi. Inu confessa fermement qu'il détestait les chats. Zero fut stupéfaite. Dans son esprit, il était impossible de détester les chats, des créatures qu'elle considérait inoffensives et charmantes. Elle dit même à Inu combien de personnes soulagent leur stress en regardant des vidéos de chasse en ligne. Cependant, Inu expliqua que derrière ces adorables vidéos se cachait une conspiration.
une force obscure utilisant les chats pour affaiblir les instincts de combat des gens. Zero ne put s'empêcher de rire d'une telle idée, lui assurant que mentir n'était pas bien en désignant les badges sur la casquette d'Inu qui avait la forme de chat. Inu clarifia que ces badges n'étaient pas des chats, mais un symbole avec une signification profonde. Alors que Zero continuait curieusement d'observer les badges de près, Inu commença à se souvenir de son passé. Il lui raconta son temps avec Shuin lors d'une conversation où il avait demandé pourquoi son maître semblait toujours si distant. Shuin lui avait parlé de sa famille, révélant qu'il n'était plus de ce monde parce qu'il n'avait pas pu les protéger. Bien qu'il fût fort, la perte de sa famille l'avait profondément affecté, et il conseilla à Inu de devenir une personne sage, lui rappelant que la force n'était pas toujours suffisante. Inu affrontait un monstre sous l'œil vigilant de son maître. Avec une grande détermination, Inu tenta de le vaincre, mais Shuin intervint, tuant le monstre d'un seul coup. Cette nuit-là, Inu confronta son maître, contrarié de ne pas avoir été autorisé à montrer à quel point il s'était amélioré. Bien qu'Inu créa un couteau avec son pouvoir pour prouver son habileté, son maître lui rappela qu'il n'était toujours pas prêt. Le lendemain matin, Inu marcha seul à travers la jungle, toujours en colère contre la façon dont son maître l'avait traité. Soudain, il s'arrêta en voyant les cadavres de plusieurs aventuriers gisant sur le sol, tous chasseurs de monstres. Il reconnut les badges sur leur poitrine, symbole de leur profession. Alors qu'il inspectait la zone, un petit son attira son attention et il trouva une petite créature ressemblant à un chat. Bien que l'animal semblât effrayé, Inu réussit à le calmer, et la créature s'approcha de lui avec confiance. Du haut d'un arbre, Shuin observait la scène. Inu décida de garder le petit animal et en rentrant chez lui, il le nomma Toto. La créature, reconnaissante, se blottit sur les genoux d'Inu et avec un sourire aux lèvres, Inu commença à sculpter un badge en forme de chat. Pendant le processus, Inu se coupa accidentellement avec le couteau et voyant le sang, son maître intervint, achevant la sculpture. Au fil du temps, Toto devint une partie importante de la vie d'Inu. Bien que ce ne fût pas un animal de compagnie typique, il l'accompagnait toujours partout. Inu l'entraîna à faire des tours simples comme chasser des bâtons, bien que cela ne se passa pas toujours comme prévu. Malgré les défis, leur lien se renforça et son maître, toujours vigilant, ne cessa jamais de garder un œil sur le petit chat. Cependant, un jour, alors qu'il marchait dans la jungle, Inu entendit des cris à l'aide. Il trouva un homme piégé dans un piège à ours, gravement blessé. Inu s'approcha pour l'aider, mais il soupçonnait les intentions de l'homme, qui semblait faire du trafic de la faune du continent de Magmal. Quand il vérifia le sac de l'homme, Inu trouva un oiseau précieux, très recherché sur le marché noir. Il décida de le libérer, ce qui mit l'homme en rage, qui sortit une arme et menaça de tirer. À ce moment-là, Toto commença à agir étrangement, s'approchant de la blessure de l'homme pour lécher le sang. Et Inu regarda avec horreur son petit animal de compagnie commencer à se transformer en un monstre gigantesque. D'un seul coup, Toto tua l'homme, et le collier qu'il portait se brisa à cause de sa croissance soudaine. Après avoir entendu cette partie de l'histoire, Zero fut sans voix. Inu continua de raconter comment, après la transformation, le monstre attaqua sans pitié. Bien qu'il ait essayé de raisonner la créature, Inu réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Shuin lui expliqua que lorsqu'une créature de Magmal boit du sang humain, il n'y a aucun moyen de la ramener à la normale. Désespéré par la situation, Inu supplia son maître de le laisser prendre la responsabilité de tuer le monstre. Avec un grand courage, il brandit son épée et affronta la bête qui avait autrefois été son animal de compagnie bien aimé. La bataille fut féroce et bien qu'Inu réussit à esquiver plusieurs attaques, la force du monstre était écrasante. Finalement, Inu, se souvenant de tous les moments partagés avec Toto, rassembla son courage et d'un mouvement rapide le vainquit. Quelques heures plus tard, après avoir enterré l'énorme corps de la créature, Shuin s'approcha de son élève et lui tendit le badge que Toto portait à son collier, l'assurant qu'il avait agi correctement et que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Inu resta silencieux, se remémorant tout ce qu'il avait traversé avec son petit animal de compagnie. À la fin de l'histoire, Inu et Zero étaient tous deux perdus dans leurs pensées. Profondément ému, son apprenti comprit pourquoi Inu hésitait à avoir un autre animal de compagnie. Bien qu'attristés par l'histoire, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, ils furent interrompus par un client. C'était une petite fille, pleurant inconsolablement parce que son animal de compagnie avait disparu. Voyant la détresse de la jeune fille, Inu promit qu'il retrouverait son chat, la rassurant. Bien que la jeune fille lui ait finalement dit que c'était pas un chat mais un chien, bon, le dessin n'était pas très bon, il faut le dire. Alors qu'Emilia et Owen survolent le vaste continent de Magmal à bord de leur imposant navire, ils approchent d'une zone dangereuse connue sous le nom d'Octogone du Mal. Cette zone a une réputation notoire, avec d'innombrables aéronefs s'y écrasant mystérieusement. Malgré les avertissements, Owen se sent confiant. Après tout, il pilote l'hélicoptère le plus durable et le plus avancé du monde, construit à partir de minéraux rares extraits du magma lui-même. Il croit qu'ils sont intouchables, mais Emilia n'en est pas si sûre. Les rapports inquiétants de la zone pèsent sur son esprit, et elle soupçonne qu'il y a plus à ces accidents qu'il n'y paraît. Résoudre ce mystère pourrait signifier une avancée majeure pour leur entreprise.
Alors qu'ils s'aventurent plus profondément dans l'octogone du mal, des créatures géantes, ressemblant à des grenouilles, émergent des eaux en contrebas, les observant de près. Sans avertissement, les grenouilles lancent d'énormes rochers sur le navire, utilisant leur langue comme des catapultes. Les soldats à bord réagissent rapidement, déployant les armes du navire pour repousser l'assaut. Mais le barrage s'intensifie, et bientôt ils sont submergés par le volume impressionnant de rochers qui foncent sur eux. Les moteurs du navire commencent à crépiter, et avant qu'ils ne puissent réagir, quelque chose entre violemment en collision avec l'hélicoptère. À travers les caméras du navire, Emilia observe avec horreur une énorme figure humanoïde étirer un long bras, agrippant le navire et le traînant vers le sol, avec l'intention de le faire s'écraser. Les croassements de la créature résonnent de manière inquiétante alors qu'une petite figure humanoïde troublante avec un sourire sinistre apparaît des ombres. De retour en ville, le Dr Chester se précipite à la base d'Inu pour solliciter leur aide. Pendant sa visite, Zero, une fille particulière avec un amour inexplicable pour les guimauves, bavarde avec enthousiasme de son obsession sucrée. Mais l'arrivée du docteur change le ton de la conversation alors qu'il informe Inu et Zero que sa fille a disparu sur le continent. Intrigué par l'affaire, Inu accepte d'aider, à condition que la récompense soit substantielle. Après une brève négociation, il s'accorde sur un triple paiement en raison des circonstances désastreuses. Pendant ce temps, sur le site du crash, Emilia décide de sortir de l'hélicoptère malgré les protestations d'Owen, craignant que le danger ne rôde toujours. Cependant, Amelia estime que si l'attaquant avait vraiment eu l'intention de nuire, il serait déjà mort. Alors qu'elle explore l'épave, elle tombe sur un véritable cimetière de navires et d'avions abattus. Puis, elle aperçoit à nouveau la silhouette humanoïde, la même que celle des caméras. La mystérieuse figure disparaît rapidement pour réapparaître derrière elle, se téléportant avec une vitesse alarmante. Au même moment, Zero et Inu déploient leurs drones et informent Owen qu'une équipe de sauvetage est en route. Mais alors que la flotte approche de la zone du crash, elle est immédiatement attaquée par les mêmes créatures ressemblant à des grenouilles qui ont abattu le vaisseau d'Owen et Emilia. Les soutenant, la petite figure humanoïde utilise ses bras allongés pour abattre les hélicoptères du ciel avec une force dévastatrice. Stupéfaits, Owen et Emilia peuvent à peine comprendre le chaos qui se déroule devant eux. Pendant le voyage, Inu interroge Zero sur la situation. Elle confirme que la petite figure est Aaron, un natif du continent. Inu demande au Dr Chester d'observer les caméras, et ensemble ils repèrent la minuscule figure humanoïde causant le chaos. Alors que les grenouilles se rapprochent du vaisseau écrasé, Owen, désespéré, ordonne à ses soldats d'engager l'ennemi. Emilia tente de les arrêter, sachant qu'Aaron, le natif, méprise les armes, mais ses avertissements restent lettre morte et les soldats ouvrent le feu. Aaron se déplace avec une agilité incroyable, esquivant les balles et désarmant les soldats sans effort avec ses bras puissants. La bataille fait rage jusqu'à ce que les soldats lancent un missile, frappant Aaron de plein fouet, mais alors que la poussière retombe, Aaron émerge indemne, poursuivant son assaut et forçant les soldats à battre en retraite. Juste à ce moment-là, l'hélicoptère d'Inu arrive, attirant l'attention d'Aaron. Connaissant le danger, Inu demande à Chester s'ils ont des armes à bord. Chester confirme que l'hélicoptère est armé, étant donné l'environnement hostile. Aaron lance un de ses bras vers l'hélicoptère, mais Inu et Chester parviennent à sauter juste avant l'impact, détruisant l'appareil. Heureusement, le drone de Zero les rattrape en plein vol, les déposant en toute sécurité aux côtés d'Amelia. Amelia explique qu'Aaron est une créature native du magma, possédant une intelligence égale ou supérieure à celle des humains. Finalement, le Dr Chester est réuni avec sa fille, et Aaron s'approche prudemment. Reconnaissant de l'aide d'Inu, le Dr Chester écoute Amelia, qui insiste sur le fait que R n'est pas dangereux, il déteste simplement les armes. Inu s'avance pour affronter le natif, acceptant le défi tacite dans le regard d'Eren. Ce qui suit est un intense combat au corps à corps. Eren attaque avec une vitesse fulgurante, mais Inu esquive habilement ses coups. Le combat est une démonstration magistrale d'habileté, les deux échangeant des coups et un face-à-face tendu. Au final, Inu prend le dessus, battant Eren. Mais au lieu d'infliger des blessures, Eren est enseveli sous une avalanche de guimauves. À la grande surprise de tous, la petite créature, ravie de cette douce friandise, commence à grignoter les guimauves aux côtés de ses compagnons grenouilles, provoquant un soupir de soulagement collectif. Zero, amusé par le tournant des événements, les rejoint dans ce festin impromptu. Au final, Inu promet à Aaron qu'ils n'empiéteront plus sur son territoire. Satisfait de la paix retrouvée, Aaron accepte de les laisser tranquilles. Le Dr Chester, profondément reconnaissant de l'aide d'Inu, s'excuse pour le dérangement et offre une récompense. Toujours pragmatique, Inu demande un nouvel hélicoptère et autre chose que des guimauves, provoquant des rires tout autour tandis que les grenouilles coassent en signe d'approbation. Quelques jours après leurs premières aventures, Inu et Zero se retrouvent dans le mystérieux territoire de Magmal à la recherche de nourriture. La tâche était routinière jusqu'à ce que Zero ramasse sans le savoir une dangereuse méduse Z. Inu, avec son calme habituel, l'avertit que la créature était mortelle si consommée, la faisant la laisser tomber immédiatement, terrifiée par la possibilité d'être empoisonnée.
La tension monta rapidement alors que Zero l'accusait d'être responsable de leur situation actuelle, ayant gaspillé leur argent. Alors qu'ils continuaient leur recherche, Inu remarqua une lumière vive au fond de la forêt et, curieux, décida d'enquêter. Suivant la lumière, ils arrivèrent dans un village abandonné et en ruine. Zero ne put s'empêcher de commenter à quel point l'endroit était étrange, et ses pensées divaguèrent vers l'idée de fantôme. Sans hésiter, elle envoya son drone explorer les environs. Pendant ce temps, caché parmi le feuillage, un homme armé d'un fusil visa Inu, le capturant peu après. Le jeune homme fut emmené dans ce qui semblait être un vieux café où l'homme, connu sous le nom de Tabou, l'attacha et resta silencieux tout en remplissant des boîtes de balles. L'atmosphère était tendue, cherchant un semblant de normalité, Inu tenta de commander un café, mais cet homme appelé Tabou l'ignora complètement. Après un bref silence, Tabou rompit enfin son mutisme, demandant ce qu'Inu faisait là. Calmement, le jeune homme expliqua qu'il cherchait juste de la nourriture, sans intention d'interférer dans la vie de Tabou. Malgré l'explication, Tabou pointa à nouveau son fusil sur lui, regardant à travers la lunette, mais au lieu de tirer, il décida de couper les cordes qui le liaient. Toujours aussi calme, Inu suggéra à nouveau de prendre un café, mais ne recevant aucune réponse, il se leva et commença à partir. Avant de s'en aller, Inu remarqua une photo sur le mur montrant Tabou avec une femme. Le chasseur, remarquant qu'Inu regardait la photo, lui ordonna brusquement de partir, ce qui poussa Zero à le traiter de malpoli. Alors qu'il s'éloignait, Inu ramassa des fruits étranges qui ressemblaient à des yeux et les montra au drone de Zero, qui recula d'horreur à cette vue. Inu, avec son attitude insouciante, la rassura qu'en dépit de leur apparence, le fruit était doux et savoureux. De retour au café, Tabou fixa la même photo qui avait attiré l'attention d'Inu, et son esprit dériva vers des souvenirs de temps plus simples, quand la vie était plus facile. Il se rappela les jours où il servait du café aux clients pendant que sa fille s'occupait des récoltes. Perdu dans cette nostalgie, le présent le frappa durement. Une créature monstrueuse avait attaqué Inu. Loin d'être alarmé, le jeune homme y vit une opportunité, pensant à quel point la viande du monstre serait idéale pour un bon repas. Déterminé à chasser la bête, Inu utilisa ses compétences pour lancer une attaque contre elle. Cependant, la créature esquiva et commença à fuir à grande vitesse. Inu et Zero la poursuivirent jusqu'à atteindre une clairière dans la forêt. Juste au moment où ils pensaient l'avoir acculée, un monstre bien plus grand émergea du sol, avalant la créature plus petite en une seule gorgée avant de s'enfoncer à nouveau dans la terre. Zero était stupéfaite, tandis qu'Inu expliquait que c'était la première fois qu'il voyait une telle créature, mais il savait que ces monstres ne faisaient surface que lorsqu'ils avaient faim. Alors qu'ils exploraient la zone, ils tombèrent sur un vieux cimetière. Les tombes étaient couvertes de fleurs fraîches, suggérant que quelqu'un y était passé récemment. Sans avertissement, un coup de feu près du pied d'Inu brisa le silence. Tabou apparut, lui rappelant qu'il leur avait ordonné de partir, tandis qu'il rechargeait son fusil pour un autre coup de semonce qui siffla près de la tête d'Inu. Ne voulant pas de confrontation supplémentaire, Inu obtempéra et s'éloigna dans les arbres, laissant Zero fulminer contre le comportement de l'homme. Dans le cimetière, Tabou entendit un rugissement lointain et, sans hésiter, courut vers la source du son. En atteignant une clairière, il regarda à travers la lunette de son fusil et repéra le monstre qu'il avait vu plus tôt, le même qui lui avait tout pris par le passé. Le chasseur se rappela douloureusement le jour où il avait perdu sa fille. Dans sa mémoire, il revécut le chaos et la destruction que la créature avait causé dans son village. Au milieu de la confusion, un villageois avait tenté de sauver un enfant, manquant de perdre la vie dans l'opération. Cependant, ce fut Tabou qui, d'un tir bien ajusté, arrêta la bête, mais pas avant qu'un bâtiment en s'effondrant ne le piège sous les décombres. Dans le présent, Tabou reconnut le monstre, notamment par l'absence d'un de ses yeux. Malgré sa détermination, sa visée vacilla à cause de l'épuisement, alertant la créature. Inu, qui se trouvait à proximité, observa la scène et, malgré la suggestion de Zero d'aider Tabou, choisit de rester en retrait. Tabou, quant à lui, fut projeté contre un rocher par le monstre, mais le souvenir de sa fille décédée lui donna la force de se relever une fois de plus. Alors que le monstre se rapprochait, Tabou utilisa sa dernière balle, visant directement la gueule de la créature. Le tir fut précis, perçant son crâne et le tuant instantanément. De retour au café, Inu revint, espérant que Tabou lui ferait un café. Cependant, voyant que c'était une tâche impossible, il rendit simplement le collier qui avait appartenu à la fille de Tabou, qu'il avait perdu pendant le combat. Surpris par la gentillesse d'Inu, Tabou lui offrit enfin une tasse de café à la grande joie d'Inu et de Zero. La journée de Zero commence de manière troublante. Après une nuit agitée, elle se réveille perturbée par une image vive d'un cauchemar où elle voit une femme nourrir son maître, Inu, dans son bureau. La situation la laisse perplexe et éveille un sentiment de jalousie qu'elle ne peut ignorer. Voyant son maître heureux avec cette femme inconnue, Zero se sent mal à l'aise, peu sûr d'elle et embarrassée. Surtout après avoir remarqué l'étrangeté de la scène et comment Inu s'était taché de pudding, ce qui ne fit qu'accroître son anxiété. Mais au final, elle réalise que ce n'était qu'un rêve, des émotions. Même en sachant que ce n'était qu'un cauchemar, le malaise persiste.
Zéro devient obsédée par l'idée qu'elle doit changer. Elle veut être perçue comme plus mature, et l'image de son maître heureux avec quelqu'un d'autre la pousse à prendre une décision radicale. Déterminée à grandir et à ne plus être considérée comme une enfant par les autres, surtout par Inu, elle décide de sortir de sa zone de confort et de visiter un magasin de vêtements. Dans la boutique, un costume de style adulte attire son regard. Bien qu'elle l'aime, le prix élevé la décourage. Juste à ce moment-là, Emilia apparaît, surprenant Zéro, qui essaie de garder son calme et explique qu'elle n'est pas avec Inu aujourd'hui car c'est sa journée privée. Remarquant l'intérêt de Zéro pour le costume, Emilia l'encourage à l'essayer. Au début, Zéro refuse, se sentant mal à l'aise avec l'attention qu'elle reçoit, mais finalement, elle accepte à contre-cœur. Cependant, lorsqu'elle enfile le costume, elle fait face à une nouvelle réalité. En raison de sa petite taille, les vêtements sont trop grands et peu flatteurs. Bien que la vendeuse essaie d'aider en proposant différentes tenues, aucune ne semble correspondre à l'image que Zéro essaie de projeter. La frustration commence à s'installer, mais juste avant d'abandonner, elle quitte le magasin avec une nouvelle détermination. Elle a besoin de plus que de simples vêtements pour paraître adulte. Alors qu'elle se promène, Zéro partage avec Emilia son désir de paraître plus mature. La conversation est interrompue par Daizim qui les invite à manger du pudding. Cette offre ravit Zéro, mais son objectif reste clair. Elle doit apporter plus de changements pour atteindre son idéal d'adulte. Après le repas, elle reparle des souhaits de Zéro, et Daizim suggère un changement de coiffure comme moyen d'atteindre cet objectif. Elle rend visite à un styliste, où Zéro essaie diverses coiffures, mais aucune ne semble la convaincre. Après plusieurs tentatives, elle décide de teindre ses cheveux d'une couleur foncée, similaire à la femme de son cauchemar. Alors que les autres conviennent que le changement la fait paraître plus mature, Zéro n'est pas satisfaite. Sa petite taille reste un obstacle important, et bien qu'elle ait fait des progrès, elle se sent toujours éloignée de l'image adulte qu'elle souhaite projeter. Daizim, toujours l'esprit proactif, suggère une solution plus radicale, trouver un moyen d'augmenter la taille de Zéro. Elle se dirige vers la boutique de Dendon, un vendeur qui, selon les rumeurs, pourrait avoir un remède pour résoudre le problème. Cependant, interrogé, Dendon explique qu'il n'a rien lié à la croissance. Néanmoins, il mentionne l'existence d'un arbre à Magmul qui porte des fruits de croissance dont il a lu parler dans un livre. Bien qu'il ne soit pas sûr qu'un tel arbre existe réellement, intriguée par l'idée, Emilia suggère une expédition à Magmul pour trouver l'arbre, ce qui surprend Dendon, qui hésite initialement à les rejoindre. Cependant, avec un peu de douce persuasion, il accepte de les guider. Pour atteindre Magmul, Daizim les emmène à une énorme piscine d'où émerge un hélicoptère, étonnant toutes les personnes présentes. Maintenant à Magmul, Dendon montre des signes d'inquiétude quant au danger qu'il pourrait affronter, mais Daizim, toujours optimiste, les calme en organisant un élégant repas en plein air avec l'aide de ses majordomes. Pendant qu'ils mangent, une créature ressemblant à un lion avec des ailes s'approche d'eux, ce qui met Dendon sur les nerfs. Zéro, courageuse, s'approche calmement de l'animal et lui offre une carotte, révélant qu'il s'agit d'une créature végétarienne inoffensive. Cet acte de bravoure surprend tout le monde et marque le début du véritable voyage. Le groupe poursuit son voyage à travers des paysages remplis de créatures étonnantes jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin l'arbre aux fruits de croissance. Zéro essaie d'atteindre l'un des fruits, mais sa petite taille redevient un obstacle. Après plusieurs tentatives, ils parviennent à obtenir l'un des fruits, bien que la stabilité du groupe soit compromise, et ils finissent par tomber sur Dendon. Pour s'assurer que les fruits ne sont pas empoisonnés, ils forcent Dendon à en goûter un en premier. Bien que rien ne semble se produire initialement, lorsque Dendon se lève, il réalise que ses jambes ont poussé de manière disproportionnée. Bien que le fruit augmente clairement la taille, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il décide de continuer à explorer à la recherche d'autres fruits, atteignant un marais où Dendon, sans le vouloir, mange un autre fruit, ce qui fait grossir sa tête de manière absurde. Le chaos continue lorsqu'ils essaient un autre fruit, faisant grandir tout son corps, le transformant temporairement en géant. Dendon est devenu le cobaye du groupe. Au milieu de cette folie, une créature massive ressemblant à un escargot apparaît et commence à attaquer. Les majordomes essaient de la repousser, mais leurs armes sont inefficaces. Zéro utilise son drone pour distraire le monstre, mais il libère des spores qui forment des cages végétales, piégeant le groupe. La situation semble désespérée jusqu'à ce qu'Inu apparaisse, frappant l'escargot et l'envoyant voler dans les airs. Cependant, la bataille n'est pas encore terminée, et Inu ordonne au groupe de s'échapper pendant qu'il affronte la créature. Alors qu'il lutte pour se libérer des cages, Dendon est une fois de plus forcé d'essayer un autre fruit, cette fois avec des résultats plus utiles. Il grandit juste assez pour libérer le groupe et vainc finalement l'escargot d'un coup de pied colossal, saisissant le moment pour porter un coup final à la créature. De retour à la maison, Zéro s'excuse auprès d'Inu d'être allé à Magmel sans l'en informer. En essayant d'expliquer la raison de leur voyage, Inu révèle que le livre sur lequel ils avaient basé leurs recherches était en fait un faux. Malgré tout, Zéro réalise que même si elle n'a pas atteint l'âge adulte qu'elle cherchait, elle s'est beaucoup amusée pendant l'aventure et a appris de précieuses leçons sur elle-même.
Après cela, nous voyons Inu affronter une créature colossale en forme de dinosaure, utilisant ses pouvoirs pour matérialiser une épée qui scintille d'énergie. D'un seul coup précis, il vainc le monstre. Plus tard, un couple l'approche, le remerciant d'avoir mené à bien la dangereuse mission. Inu répond par un bref adieu. En retournant auprès de son apprenti, Zero le félicite avec un sourire admiratif pour son habileté, mentionnant qu'ils avaient besoin du paiement de cette mission car le réfrigérateur ne contenait que de la sauce tomate. Malgré l'excitation de leur succès, Inu commente qu'ils mangeront du steak ce soir-là, une déclaration qui surprend Zero, qui l'avertit qu'ils ne devraient pas dépenser autant juste parce qu'ils ont reçu une récompense. Après un bref débat, ils optent pour un dîner plus simple, des croquettes, bon marché mais savoureuses. Alors qu'ils se détendent après la mission, un rire étrange résonne dans l'air, interrompant le calme. Inu, toujours vigilant, part enquêter. Suivant la source du rire, il rencontre un homme particulier jouant avec un serpent à 2 têtes qui s'enroule joyeusement autour de lui. Cet individu souriant et insouciant se présente comme Rupert, un érudit de la faune de Magmal, qui explique que le serpent est inoffensif. Pendant qu'il parle, une libellule appartenant à Zero attire son attention, et Rupert, fasciné par les créatures exotiques, commence à partager des détails sur l'évolution des animaux dans ce territoire sauvage. Inu observe Rupert se déplacer avec agilité et confiance à travers cet environnement dangereux, leur montrant son endroit préféré, un arbre gigantesque rempli de nids. Dans l'un de ces nids, 3 poussins attendent de la nourriture. Excité, Rupert grimpe pour les nourrir lorsqu'une créature ressemblant à un dinosaure avec une étrange tête en forme de fleur émerge du sous-bois. Rupert, inconscient du danger, s'approche de l'animal, mais Zero l'arrête juste au moment où le monstre libère un gaz toxique. Inu crée rapidement une flèche d'énergie pour distraire la créature et disperse le gaz avec un éventail qu'il conjure. Bien que secoué, Rupert est plus préoccupé par la sécurité des poussins que par sa propre vie. Ailleurs, 2 individus connus sous les noms de DJZ et Babyfat sont occupés à enregistrer des vidéos pour YouTube où ils jouent aux fléchettes, utilisant un pauvre animal attaché à un arbre comme cible. Après avoir discuté de l'excitation que la vidéo pourrait susciter, DJZ lance une fléchette fatale, mettant fin à la vie de la créature. Pendant ce temps, Inu explique à Rupert le gaz émis par le dinosaure floral qui induit des hallucinations liées aux peurs les plus profondes. Rupert, inquiet des récentes morts de plusieurs animaux dans la zone, se souvient en avoir trouvé certains crucifiés, la bouche remplie de pierres, un mystère qu'il n'a pas encore résolu. De retour avec DJZ et Babyfat, les youtubeurs sont insatisfaits de leurs vidéos et décident d'intensifier leur jeu macabre. En découvrant l'arbre gigantesque rempli de nids, DJZ suggère d'y mettre le feu, pensant que cela leur apportera plus de vues sur leur chaîne. Avec une indifférence cruelle, ils aspergent les nids d'huile et y mettent le feu, riant en filmant le désastre. Inu et Rupert, voyant la colonne de fumée au loin, courent frénétiquement vers la scène. Quand ils arrivent, l'arbre est complètement englouti par les flammes et les poussins dont Rupert se souciait tant ont péri dans l'incendie. Le chagrin et la rage submergent Rupert, qui se remémore avec nostalgie le moment où il a trouvé les jeunes oiseaux et leur a donné une seconde chance de vivre en reconstruisant leur nid. Pendant que Zero inspecte la zone, elle trouve des preuves que l'incendie a été délibérément provoqué. En suivant ces indices, il découvre la chaîne des coupables, DJZ et Babyfat. Rupert, consumé par la fureur, décide de prendre les choses en main. Confrontant les youtubeurs, il exige qu'ils s'excusent pour ce qu'ils ont fait, mais ils essaient de justifier leurs actions, disant que les animaux de Magmal ne sont rien d'autre que des monstres. DJZ se moque même de Rupert, insinuant qu'il est hypocrite de défendre les animaux alors qu'il mange sûrement de la viande lui-même. La tension monte lorsque DJZ, dans un acte de provocation, met le feu à un petit lézard couvert d'huile à proximité, s'attendant à le voir brûler. Cependant, Inu intervient et éteint les flammes, démontrant que de telles créatures sont résistantes au feu. Saisissant le moment, il plaisante en disant que puisqu'ils l'ont cuit, autant le manger, terrifiant Babyfat, qui s'enfuit en panique. Rupert, toujours bouillonnant de rage, se prépare à attaquer DJZ avec un couteau, déterminé à venger les poussins. Cependant, Inu l'arrête juste à temps, lui rappelant de ne pas devenir le genre de personne qu'il méprise. Alors qu'ils se disputent, le sol commence à trembler et une gigantesque créature ressemblant à une plante émerge de la forêt, attirée par les graines de pavot qu'Inu avait précédemment utilisées pour distraire le dinosaure. Au milieu du chaos ambiant, ils attachent DJZ à un rocher, le laissant ainsi à la merci de l'horrible monstre qui libère alors un nuage de gaz hallucinogène. Piégé dans ses pires cauchemars, DJZ hurle de terreur tandis que la créature l'encercle complètement. De loin, Rupert et Inu observent la scène. Lorsque Rupert demande ce que DJZ pourrait bien être en train de voir, Inu répond simplement que chacun a quelque chose qu'il craint profondément. De retour en ville, Zero rapporte qu'il a mis en ligne la vidéo des youtubeurs sur leur propre chaîne, exposant ainsi leurs actions et les transformant en la risée totale d'internet. Désormais, par honte, il est peu probable qu'ils réapparaissent en public ou commettent de tels actes cruels. Rupert, plus calme, admet que dans sa colère,
Il pensait que tuer était justifié, mais grâce à Inu, il a réalisé qu'il n'était pas juste de jouer avec la vie d'autrui. Il remercie sincèrement Inu pour son aide précieuse avant de partir. Inu, quant à lui, monte à bord de l'hélicoptère avec Zero et, dans un moment de détente et d'humour, suggère qu'il devrait enfin manger ce steak qu'il désire tant depuis si longtemps, mais Zero lui rappelle qu'il vaut mieux ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme. Alors, il décide que des croquettes, après tout, ne sont pas une si mauvaise option. La nuit était sombre et silencieuse, mais à l'intérieur de l'esprit de Zero, tout n'était que pur chaos. Le cauchemar qui la tourmentait l'avait transportée dans un lieu lugubre où elle gisait enchaînée, entravée par des chaînes qui lui coupaient les mouvements. Au loin, des pas résonnaient, se rapprochant jusqu'à ce que la silhouette d'un vieil homme inquiétant apparaisse des ténèbres. Son visage macabre la terrifiait, et malgré ses supplications, il n'y avait pas d'échappatoire. L'homme sortit une télécommande, appuya, et un choc électrique parcourut son corps. La douleur la réveilla dans son lit, en sueur et tremblante, toujours hantée par l'image du vieil homme. Cependant, le monde réel ne lui offrait pas beaucoup de réconfort. Un bruit sourd et fort brisa le silence de sa chambre, et encore sous le choc, Zero partit enquêter. En arrivant dans la chambre d'Inu, elle le trouva étalé sur le sol, profondément endormi, étant tombé de son lit. Cette vision la rassura un instant, lui rappelant à quel point il avait pris soin d'elle à de si nombreuses reprises. Elle retourna dans son lit et tenta d'oublier ce cauchemar, mais le sentiment de malaise persista. Le lendemain matin, l'air ambiant portait une atmosphère des plus étranges. Inu, qui d'habitude dormait plus tard, s'était déjà levé avant elle, un détail qui l'alarma immédiatement. Quelque chose n'allait pas, pensa TL. La marque inhabituelle sur le calendrier et son départ précipité sans même un mot augmentèrent considérablement son inquiétude. Après le départ d'Inu, Zero tenta de se débarrasser de son malaise et décida de retrouver ses amis pour se confier. Pendant la conversation, elle essaya de les convaincre que quelque chose d'étrange se passait réellement. Chester et Emilia ne trouvèrent pas cela particulièrement bizarre. Mais pour Zero, il était évident que quelque chose clochait sérieusement. Elle se rappela la marque sur le calendrier et comment Inu n'avait jamais expliqué ce que cela signifiait. Alors que leur discussion se déroulait, ils mentionnèrent Shuin, un ancien compagnon d'Inu, quelqu'un que Zero n'avait jamais rencontré, ce qui fit dériver son esprit vers de sombres souvenirs de son propre passé. Ces souvenirs l'enveloppèrent avec une intensité des plus troublantes. Elle se rappela la toute première fois qu'elle avait vu ce vieil homme qui l'avait tant tourmenté, son sourire macabre, et la cruauté sans borne de toutes ses méthodes, le même homme qui l'avait forcé à traquer Inu sous la menace constante de la torture. Mais quand elle le trouva enfin, il ne répondit pas par la violence. Au lieu de cela, il la toucha doucement et lui promit que tout irait parfaitement bien. Cette promesse avait marqué un véritable tournant dans sa vie. Alors qu'elle discutait avec ses amis, une ombre menaçante planait au-dessus d'eux. Depuis le comptoir du bar, un homme encapuchonné observait chacun de leurs moindres mouvements, relayant toutes les informations à Burton, ce vieil homme qu'elle craignait tant. Le chaos était sur le point de se déchaîner. Ailleurs, à Magmal, Inu était arrivé à une maison en bois perchée au sommet d'un arbre, un endroit qu'il avait autrefois partagé avec Shuin. Il nettoya la maison tentant de se vider l'esprit, mais ne pouvait s'empêcher de penser à la promesse qu'il avait faite à son maître avant son départ, celle de protéger Zero coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, en ville, la situation devenait encore plus sombre et menaçante. Burton avait mobilisé ses hommes de main encapuchonnés, et lorsque Zero rentra chez elle, elle fut accueillie par une scène qui la remplit d'une terreur absolue. À l'endroit où elle s'attendait à trouver Anu, elle trouva le vieil homme assis à sa place, l'attendant patiemment. La panique l'envahit alors que les souvenirs de ses tortures passées tourbillonnaient dans son esprit. Malgré ses tentatives désespérées de se défendre, l'un des hommes de main de Burton l'attaqua avant même qu'elle ne puisse utiliser ses pouvoirs. Burton ne perdit pas un instant pour rappeler à Zero qu'il était son véritable maître, lui montrant un nouveau dispositif de contrôle, le même qu'il utilisait pour la soumettre lorsqu'elle était plus jeune. La menace de retourner à cette vie la paralysa complètement. Sur un grand écran, Burton lui montra des images de ses amis, chacun étant acculé par ses hommes de main. Le désespoir la consuma entièrement. Quand elle demanda à Burton ce qu'il voulait réellement, il répondit simplement que tout dépendait de son absolue obéissance. La situation devint encore plus tendue lorsque Burton fit exploser un engin explosif dans le magasin où l'un des amis de Zero, Dendon, passait sa journée habituelle. Le bruit assourdissant de l'explosion secoua Zero jusqu'au plus profond de son être. Maintenant, Burton exigea une fois de plus qu'elle reconnaisse qui était son véritable maître, sous la menace d'éliminer le reste de ses proches. Zero, dévastée et en état de choc profond, finit par céder complètement. À travers ses larmes et d'une voix tremblante, elle reconnut Burton comme son maître. Pendant ce temps, Inu se dirigeait vers la ville à bord de son hélicoptère, complètement inconscient du danger imminent qui menaçait ses proches. À son arrivée, Inu fut accueilli par un message de Burton, un rappel cruel de la façon dont il avait autrefois sauvé Zero de ses griffes par le passé. À travers ce message, Burton lui montra comment ses amis étaient tués un par un par les hommes de main qui les avaient capturés. La rage et l'impuissance submergèrent Inu. Il savait que Burton ne s'arrêterait pas avant d'avoir détruit tout ce qu'il aimait. Lorsque la transmission se termina, Inu réalisa qu'il y avait un homme encapuchonné derrière lui, avec un insecte explosif attaché à sa tête. L'homme encapuchonné fit exploser l'engin, et Burton, observant depuis une camionnette au loin, se retira en riant, satisfait d'avoir exécuté son plan machiavélique, faisant clairement comprendre à Anu que la vengeance ne faisait que commencer.
La base était silencieuse, brisée seulement par le lointain vrombissement des machines et l'écho des pas résonnant à travers les couloirs métalliques. Burton, le regard lointain, traça la cicatrice qui traversait son visage, un rappel douloureux d'une bataille passée. Il se rappela comment Inu avait détruit toutes ses installations par le passé, le laissant avec cette marque indélébile non seulement sur sa peau, mais aussi sur son orgueil. Maintenant, avec son expérience de retour dans la cellule, un mélange de vengeance et d'obsession le consumait entièrement, et Inu n'avait pas été un simple adversaire. Il avait détruit les rêves de Burton, tous ses plans. Maintenant, tout allait se remettre en place. Burton sombra dans de sombres pensées, se remémorant les expériences auxquelles il avait soumis Zero alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Il cherchait à libérer en elle un pouvoir que seule la douleur pouvait éveiller. Encore et encore, il eut recours à des tortures psychologiques et physiques, espérant que la souffrance serait le catalyseur pour allumer le don latte qui sommeillait en elle. Mais maintenant, alors qu'il activait son dispositif, un autre choc secoua Zero, la laissant tremblante dans l'obscurité glaciale de sa cellule. Complètement épuisée, elle s'accrochait à un dernier espoir. Son maître, Inu. Zero, allongé sur le sol humide, ferma les yeux tandis que son corps tremblait encore sous l'effet du choc. Malgré tout, sa foi qu'Inu viendrait la secourir restait inébranlable. Cependant, une ombre de doute commença à grandir en elle insidieusement. Allait-il bien? Avait-il réussi à survivre à cette attaque? Elle tenta de se convaincre qu'il l'avait fait, qu'il était toujours en vie, et que d'une manière ou d'une autre, il viendrait la chercher. Le silence de sa cellule fut interrompu lorsqu'une petite assiette de nourriture glissa à travers une fente dans le mur. En jetant un coup d'œil à travers l'ouverture, Zero put apercevoir d'autres jeunes prisonniers dans les cellules voisines. Leur visage était pâle, marqué par un profond désespoir. Parmi eux, elle reconnut Roku, un jeune garçon qu'elle avait déjà vu auparavant. Lui, en colère, la regarda avec dédain, affirmant qu'elle recevait toujours un traitement spécial. Bien que Zero ait essayé de lui parler, l'amertume dans la voix de Roku était évidente. Il avait été un lacteur, tout comme elle, mais avait perdu ses pouvoirs après avoir été de nouveau capturé. Roku expliqua qu'après avoir échappé à la première attaque d'Inu, ils avaient été capturés de nouveau, et en guise de punition, leur capacité leur avait été retirée. Maintenant, il ne restait plus aucun espoir pour aucun d'entre eux. Absolument aucun. Alors que Roku était emmené par des silhouettes encapuchonnées, Burton, observant depuis son bureau, le surveillait à travers les caméras. Il vit qu'Inu avait survécu à l'attaque. Bien qu'il fût mal en point, Inu avait réussi à s'échapper en hélicoptère et se dirigeait maintenant vers la base de secours Zero. Burton sourit intérieurement, convaincu que les événements à venir seraient des plus divertissants. Roku fut amené devant Burton, qui l'observait derrière une épaisse vitre. Le vieil homme remercia Roku pour le don qu'il lui avait autrefois fait, faisant référence à ses pouvoirs perdus, mais maintenant qu'il n'était plus d'aucune utilité, il ne lui restait qu'un seul et unique but. Du plafond, des dispositifs libérèrent des insectes qui s'accrochèrent à la tête de Roku, la serrant comme s'ils étaient des dards. Les cris de douleur de Roku résonnèrent dans les couloirs, atteignant la cellule de Zero, où elle frissonna en les entendant. Elle savait que quelque chose de terrible était en train de se produire. Tard dans la nuit, Inu arriva à la base maritime de Burton. Les caméras alertèrent Burton de sa présence et le vieil homme se prépara pour l'ultime confrontation. Pendant ce temps, Zero pleurait inconsolablement dans sa cellule, se remémorant tous les moments qu'elle avait partagés avec son maître, les missions, les tâches et les précieuses leçons. Tous ces souvenirs, si chaleureux et réconfortants, lui semblaient maintenant lointains, presque irréels. Comme un rêve, elle craignait de ne plus jamais revoir Inu, et le désespoir commença à l'envahir complètement. Furtivement, Inu s'infiltra dans la base. Les énormes tuyaux qui l'entouraient commencèrent à se détacher, mais il les évita habilement, avançant vers une chambre où plusieurs silhouettes encapuchonnées l'attendaient. Soudain, un écran descendit du plafond, projetant une vidéo en direct de Burton. Avec un sourire moqueur, le vieil homme commença à parler, expliquant comment il avait eu besoin de temps pour se remettre de leur dernière rencontre, et comment il était maintenant devenu bien plus puissant. Inu, cependant, resta imperturbable et ne demanda que des nouvelles de Zero. Burton, avec un dédain manifeste, répondit que Zero se trouvait dans la pièce d'à côté, mais qu'Inu n'avait absolument pas besoin de savoir une telle chose. Voyant qu'Inu continuait d'insister, Burton, irrité, ordonna à ses subordonnés de l'achever sans pitié. Un par un, les silhouettes encapuchonnées se jetèrent sur Inu, mais grâce à ses compétences exceptionnelles, il les évita avec une facilité déconcertante. Frustré, Burton fit exploser l'un de ses sbires, mais Inu réussit à se mettre à l'abri derrière une colonne, évitant ainsi les explosions. Réalisant cela, Burton ordonna à ses hommes d'encercler Inu et fit immédiatement exploser 3 autres de ses hommes de main. À sa grande surprise, cependant, Inu resta indemne, ayant utilisé l'une de ses mains générées par son pouvoir pour bloquer les dégâts. Bien qu'il ait échappé au pire, Inu se retrouva piégé sous un pilier tombé, affaibli. Roku, le dernier homme de main encore en vie, s'approcha. Inu coupa rapidement le collier explosif de son cou, croyant que cela le sauverait. Mais de loin, Burton expliqua cruellement que le collier n'était plus le seul dispositif empêchant une explosion. Un insecte attaché à la tête de Roku explosa, et la déflagration projeta Inu violemment contre un pilier voisin. Burton entra dans la pièce, trouvant Inu gravement blessé. Malgré son état, Inu continuait de poser la même question. Où est Zero? Avec un grand effort, il se leva et créa une épée avec son pouvoir, avançant résolument vers Burton. Cependant, le vieil homme révéla une nouvelle surprise, il lui transperça la jambe avec une épée d'énergie, démontrant qu'il possédait lui aussi désormais les pouvoirs d'un lacteur.
Avec un sourire maléfique, Burton proclama qu'il était maintenant plus fort que jamais, prêt à mettre fin à la vie d'Inu et à sceller sa vengeance, mais Inu, avec une détermination farouche dans les yeux, n'était pas prêt à se rendre si facilement. Suite au récent événement, la tension à la base atteignit des niveaux critiques. Burton, qui avait tout observé à travers les caméras de sécurité, décida qu'il était temps de montrer l'étendue réelle de son pouvoir. Dans un processus méticuleux, il transféra les capacités de Roku à lui-même, s'assurant d'éliminer le jeune homme avant qu'il ne puisse devenir un obstacle. Pour maximiser sa puissance, Burton sacrifia également 58 autres Lactors, sans le moindre remords. Cet acte brutal démontra non seulement sa cruauté, mais aussi son ambition démesurée de consolider son contrôle sur les Lactors et leur pouvoir. Avec une expression de satisfaction, Burton se prépara à affronter Inu, le regard déterminé. Il savait que même après avoir rassemblé le pouvoir de 58 Lactors, ce n'était toujours pas suffisant pour surpasser la force formidable d'Inu. Burton avait choisi Inu comme le sujet de test parfait pour ses nouvelles capacités, un défi à sa mesure. La bataille, destinée à être épique, était un défi mutuel, une confrontation qui deviendrait l'ultime épreuve pour déterminer qui était le plus fort. Lors d'un échange bref mais intense, Burton suggéra à Inu d'utiliser une grenade qu'il avait créée dans sa main. Cependant, Burton intervint, rappelant à Inu qu'il possédait une télécommande liée à un explosif qui pouvait faire détonner le collier de Zero. Saisissant l'instant, Burton activa le dispositif, provoquant une explosion qui secoua la cellule de Zero et la laissa tremblante de peur. Cette tactique non seulement déstabilisa Zero, mais rendit également évident à quel point leur situation était devenue désespérée. L'assaut implacable de Burton continua, alors qu'il frappait en évaluant l'efficacité de son épée, avec une cruauté calculée. Pour son propre amusement et afin de prolonger le combat, il transforma son épée en une batte hérissée de pointes. Il avança vers Inu, ayant l'intention de le frapper à plusieurs reprises. Bien que son premier coup ait manqué sa cible, Burton ajusta son tir et frappa avec une force dévastatrice. La bataille devint brutale alors qu'Inu était projeté à travers le sol, essayant désespérément de se défendre avec toutes les ressources disponibles. Tout en subissant l'assaut incessant de Burton, Inu remarqua la porte par laquelle le vieil homme était entré. Saisissant un moment de distraction dans l'offensive de Burton, Inu fabriqua une grenade et la lança vers la cellule de Zero. L'explosion qui en résulta créa une ouverture permettant à Zero de voir son maître et de ressentir une lueur d'espoir, si infime soit-elle. Ce signe de vie renouvelé enragea Burton, qui redoubla d'efforts pour vaincre Inu, menaçant de faire détonner le dispositif de Zero à moins qu'Inu ne se rende. Inu cependant resta résolu, déterminé à venger ses amis tombés au combat et à sauver Zero coûte que coûte. Il refusa de laisser Burton gagner. Alors que Burton se concentrait sur son attaque, Inu saisit l'occasion de défier son ennemi. La bataille fit rage avec une férocité intense, jusqu'à ce que Burton, impatient de mettre fin au combat, retransforme sa batte en épée. Pendant le combat, Inu exhorta Zero à se souvenir du moment où elle avait été sauvée. À travers une série de flashbacks, Zero se rappela comment Inu l'avait secouru et l'avait traité avec une gentillesse inouïe, quelque chose que Burton n'avait jamais fait, jamais. Inu avait endossé le rôle de son mentor, et le souvenir de ses leçons ravivait sa détermination à se battre. Voyant le refus d'Inu d'abandonner, Burton exigea qu'il s'agenouille devant lui s'il souhaitait sauver Zero, sans condition. Cela déclencha chez Zero des souvenirs de l'époque où elle s'était agenouillée, suppliant la pitié, ce qui approfondit son désespoir. Pourtant, dans un moment d'angoisse extrême, Zero réussit à activer ses pouvoirs, brisant les chaînes et le collier qui l'avait emprisonné. Avec une attaque furieuse, elle libéra le drone qui était depuis longtemps son confident, perturbant ainsi l'offensive de Burton. Inu, saisissant cette opportunité, conjura une main géante qui frappa Burton avec une force écrasante, le rendant inconscient sur le champ. Enfin réunis, Inu et Zero partagèrent un moment de soulagement intense. Zero s'excusa pour les problèmes qu'elle avait causés, mais Inu lui rappela sa promesse de toujours la protéger, quoi qu'il arrive. Ensemble, ils décidèrent qu'il était temps de partir, tous deux épuisés et affamés. Cependant, Burton, toujours en vie, n'en avait pas encore fini. D'un point d'observation caché, il émergea sous une nouvelle forme. Après avoir consommé un fruit qui augmentait considérablement sa puissance, son corps commença à se transformer en une créature amorphe, un être représentant une menace encore plus grande et terrifiante. Sous la forme d'un titan monstrueux, Burton lança une attaque renouvelée et féroce, et la bataille reprit avec un échange brutal de coups. Malgré la force monstrueuse de Burton, Inu réussit à trancher la tête de la créature, avec une précision incroyable, mais à leur grande surprise, le monstre afficha une incroyable capacité à se régénérer, prolongeant ainsi le combat. Alors qu'Inu esquivait les attaques de la créature, il repéra une potentielle voie d'évasion, un énorme ventilateur au plafond, leur seule chance. Il demanda à Zero de le soulever à l'aide du drone, tandis qu'elle se préparait à fuir la base. Alors qu'ils montaient, le monstre les poursuivit, escaladant les murs et lançant des attaques incessantes et furieuses. La tension était palpable, et ce fut seulement grâce à un effort combiné qu'ils réussirent à passer à travers les pales du ventilateur sans se blesser. Le monstre cependant n'en avait pas fini, et la bataille finale se déroula en plein air, dans les cieux. Dans une démonstration épique de vitesse, le monstre fabriqua un marteau gigantesque et le balança vers Inu, croyant avoir enfin mis fin à sa vie. Mais Inu et Zero étaient prêts pour l'ultime défi, ensemble et déterminés. Dans un effort combiné, ils réussirent à vaincre le monstre, l'écrasant avec des mains gigantesques et faisant couler le bâtiment sous la mer par la même occasion. Dans un petit bateau, loin du site de l'explosion, Inu et Zero étaient enfin en sécurité, sains et saufs.
Alors qu'il se reposait, Inu se rappela la promesse qu'il avait faite à Shuin, et voyant la tristesse de Zero face à la perte de ses amis, il la réconforta en lui révélant que Chester, Emilia et Dasum avaient survécu grâce aux défenses du navire et à l'armure de la limousine par miracle, Tabou avait trouvé refuge dans un magasin et Dendon avait survécu malgré ses blessures. Finalement, Zero demanda à Inu où il avait été la veille. Il expliqua qu'il avait visité la maison de Shuin, un endroit qu'il nettoyait une fois par an, avec soin et dévotion. Avec la promesse que les secrets du nouveau continent seraient un jour révélés, Inu invita Zero à se tenir à ses côtés lorsque ce jour arriverait enfin. Et c'est ainsi que se termine ce magnifique et grand anime pour le moment.